Il y a 7 ans, le 1er décembre 2018, se déroulait l'acte 3 des Gilets jaunes. Cette journée de mobilisation est marquée par de très nombreuses violences, majoritairement policières. Le bilan officiel fait état de 263 blessés, dont certains très gravement. C'est aussi ce jour-là que Zineb Redouane, une octogénaire marseillaise, est mortellement blessée par un tir policier en marge de la manifestation. Les violences ont lieu dans tout le pays, mais c'est à Paris que la tension est la plus forte. Ce samedi-là, des dizaines de milliers de manifestants convergent sur la capitale. Venus protester contre les politiques antisociales du gouvernement Macron, les Gilets jaunes font face aux forces de l'ordre, dirigées par Didier Lallement. La stratégie choisie par l'ancien préfet de Paris va conduire à des affrontements d'une rare intensité. En fin de journée, des policiers chauffés à blanc par leur hiérarchie se mettent à frapper des manifestants au hasard. Pour se protéger des nuages de gaz, les Gilets jaunes tentent de se réfugier dans un Burger King situé sur les Champs-Élysées. Une brigade de CRS fait irruption à l'intérieur du restaurant et va déchaîner une tempête de coups contre des manifestants pourtant pacifiques. Les images, diffusées sur les réseaux sociaux, provoquent une grande indignation. Ce lundi 9 février, 7 ans après les faits, s'ouvre le procès des 9 CRS impliqués dans cette affaire. Ils sont jugés pour violence volontaire aggravée. Manon était à l'intérieur du Burger King le 1er décembre 2018. Gilet jaune de la première heure, elle est l'une des plaignantes dans ce procès. Pour Blast, elle revient sur cette affaire qui a marqué les esprits. Elle nous raconte comment, ce jour-là, la violence d'État a fait basculer sa vie. Je suis Manon et j'ai aujourd'hui 35 ans. Je suis gérante d'un restaurant et maman d'un petit garçon de 11 ans. Max travaille, moi non. Je reste à la maison, je m'occupe de notre fils de 4 ans à l'heure où on était au Gilet jaune. Et je reste avec lui, je suis maman au foyer parce que mon fils a été opéré du cœur à l'âge de 3 mois. Donc il a besoin de soins, il a besoin de moi. Sauf que là, ça fait quelques mois que là, il y a un peu trop d'augmentation. Donc Max fait des heures supplémentaires, Max travaille le samedi, Max part de plus en plus loin en déplacement. Nous, de notre côté, on a pris cette décision de monter sur Paris manifester parce que c'était vraiment l'augmentation de l'essence qui était un coup de trop pour nous. C'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. À la base, oui, nous, on voulait rentrer à la maison, c'était l'heure, c'est bon. Après, on voit que toutes les bouches de métro sont fermées, donc on marche. On connaît pas Paris, on sait pas, donc on marche. On cherche un moyen de rentrer, et puis là, je me décide, une fois, en effet, sur cette place de l'Étoile, je me dis là, de toute façon, il faut rentrer, on n'a pas le choix. C'est là qu'on a vu cette lignée de CRS. Et là, j'ai dit, ah non, là, c'est pas normal. Là, ils nous évacuent, mais c'est pas normal. Là, j'ai dit, bon, ils nous replient. Après, chose qu'on comprend, parce qu'il est quand même tard, on évacue, ok, mais pas cette façon-là. Là, d'un coup, ça s'est mis à bombarder vraiment incroyablement. C'était un nuage de fou, et on n'arrivait plus à respirer. On entend juste du bruit, des hurlements. On essaie d'avancer, de marcher, mais on s'est retrouvés en fin de journée dans cet endroit, dans ce lieu que je ne connais pas encore comme un Burger King. Et là, on est parti se réfugier, et parce qu'on ne pouvait plus du tout respirer en fin de journée. Ils nous avaient tellement bombardés de gaz lacrymogène. C'était pour nous la fin de notre vie ce jour-là. Nous, on est à l'intérieur, on discute avec les Gilets jaunes, tout se passe vraiment très bien. Et je suis avec Max. Beaucoup de Gilets jaunes m'aident parce qu'ils voient bien que je suis en détresse. On me propose d'appeler les secours, on me propose de l'eau, on me propose un masque. À ce moment-là, je pense être la seule femme dans cet endroit. Et au moment où on arrive un peu à reprendre les esprits, on voit que dehors, de toute façon, il y a les CRS. Donc dans tous les cas, il y aura une confrontation, qu'elle soit pacifique ou pas. On devra être confronté à eux et on s'y attend. À ce moment-là, Max nous dit là, ça va rentrer, levez les mains. Et de toute façon, nous, on n'a rien fait, on n'a rien touché. Donc, rien à se reprocher, ils vont nous arrêter et c'est tout. Sauf que c'était complètement l'inverse qui s'est passé. Ils sont rentrés vraiment en force. Ils sont rentrés très rapidement, vraiment une scène incroyable. Et quand j'entends Max dire non. Ah là, je dis, là, il y a problème, là. Et nous, on est dans ce cul-de-sac, parce que derrière, à gauche, à droite, c'est des murs pour nous. Max se jette complètement sur moi, il me fait une carapace, et là, ça tape.
Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. On entend les hurlements à côté, on entend que c'est une scène qui n'est vraiment pas normale. Donc moi je crie, je hurle parce qu'il y a Max au-dessus de moi et je comprends qu'il prend ses coups. Et ensuite on essaye de trouver un moment où on peut partir. Parce qu'on ne peut pas rester là, parce que j'ai peur de mourir. Moi j'ai mon fils à la maison, il faut que je rentre. Il faut qu'on rentre. On m'a posé la question de savoir à quel moment je me lève. Bah, c'est ce moment-là, en fait, c'est quand je vois plus les bottes par terre. J'ai plus les CRS et là, on essaie de se relever et je sens que Max est complètement posé sur moi. Il n'arrive pas, il a du mal, il est complètement abasourdi. Et là, en avançant, je revois les CRS. Une devant, je comprends qu'il y en a une derrière et je me remets à hurler. Et je le dis, tapez pas mon mec, ne le tapez pas. Et je voyais que ça allait pas. C'est-à-dire que Max se pose sur moi comme ça, déjà, c'est une situation pas normale. Et en sortant, en effet, on reprend des coups et je hurle encore et encore. Pour moi, c'était très, 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 très long. Vraiment trop long. Trop. Mais au final, il n'y en a même pas pour 3 minutes. Au sol, à se faire taper dessus, c'est une éternité, quoi. J'avais juste le sentiment d'être en train de partir. J'ai jamais eu de soucis avec la gendarmerie ou tout ce qui est force de l'ordre. Jamais, au contraire. On a besoin d'eux. Mais c'est vrai que ce soir-là, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment pas. Mais c'est quand même incroyable. C'est une manifestation qui est censée être pacifique. On est tous à bout financièrement. Non, on n'est pas censé être mutilé, on n'est pas censé être blessé, pas du tout. Des policiers qui arrivent ce matin au tribunal en uniforme, un symbole. 9 CRS sont renvoyés devant la justice pour des violences sur des manifestants gilets jaunes. Les avocats des victimes s'indignent de cette arrivée. Quand on les a vus arriver en uniforme, je dis c'est dingue, pourquoi ils sont habillés? Je dis moi je suis pas un gilet jaune, moi. Mais j'aurais pu aussi finalement. Par cette façon de s'habiller, je pense qu'ils ont voulu, oui, impressionner et montrer qu'ils étaient les représentants des forces de l'ordre et des gardiens de la paix, mais à ce moment-là, je pense pas qu'ils l'étaient dans le Burger King. On a entendu la défense de chacun des CRS. Et là, c'était très éprouvant. J'ai mis un visage sur les policiers, j'ai vu le visage de ceux qui nous ont tapés, j'ai vu le visage de ceux qui sont rentrés et qui ont tapé tous ceux qui restaient dans ce Burger King. Et c'est incroyable parce que c'est des messieurs tout le monde. Il y en a un qui a bien sûr l'âge de mon papa, il y en a un qui a l'âge de mon petit frère. Et je me dis waouh. Je m'attendais pas à ça parce que j'étais restée sur l'uniforme. Ça aurait pu être n'importe qui quoi. Et ils sont comme nous. C'est incroyable de se dire ouais, c'était un humain, c'était une personne, c'était le premier jour de procès. Passe à la barre les CRS. Et ils expliquent les faits de cette journée-là devant des vidéos. Ils sont 8 à passer. 8, c'est beaucoup et c'est long. Mais on entend, on écoute. Et à chaque fois, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça. Lorsqu'ils disent qu'on est des pilleurs, je suis toute frêle, je suis toute mince, je suis pas une pilleure. Vous voulez qu'on pille quoi dans un Burger King? À l'intérieur, pas de pillage, ni même de dégradation ou de vol, à l'exception de cette bouteille d'eau utilisée par un manifestant pour se nettoyer les yeux. Les images qu'on voit sont toujours aussi accablantes et choquantes. Par exemple, quand on voit Nathan qui est assis à côté de moi dans le tribunal, et quand on voit qu'il a été tapé de 27 coups de matraque, sans compter les coups de pied, et par 6 CRS différents, c'est un choc. Comment est-ce qu'on peut être autant dans le déni? On parle de lucidité, on parle de fatigue, c'est vraiment pas cohérent. Là, il y a un policier, par exemple, a regardé une vidéo qu'on lui a montrée. On voit un coup qui est porté d'un coup de matraque de sa part, et lui ne le voit pas. Tout le monde voit ce coup, lui, non. Il y a certains des CRS qui se sont directement adressés à moi. C'était assez dur parce qu'ils m'ont dit « Je comprends votre malheur, je comprends que vous soyez blessé, je comprends le fait que vous soyez victime, mais je peux rien dire. » Et là, on se dit « Mais waouh, mais pourquoi comment est-ce que tu peux comment... » C'est incroyable quand même parce que t'as traumatisé ma vie et finalement, rien. Et il faut qu'on continue à vivre avec ça.
Je pense que ceux qui ont donné les ordres auraient dû être présents à ce moment-là. Quand on entend un peu les bandes-sons, quand on entend et qu'on découvre tous les sons des radios, des hauts gradés, quand ils disent « faites-les danser », triquez-les, on se dit waouh, là ils les ont envoyés, ils nous les ont envoyés et finalement c'était un peu un lynchage. Pour nous, je pense que ces commandants, ces capitaines sont bien sûr en grande partie responsables. Vous avancez sur l'arc, allez-y, partout où vous pouvez, on nettoie l'arc. TI 610 Alpha, allez-y, avancez sur l'arc. On essaye de nettoyer l'arc maintenant. Vas-y. TI 36. Pour les vitriers sur place, on attend pour notre côté de l'arc. Allez-y, avancez un petit peu vous aussi, si vous en prenez quelques-uns, faites-les danser et ça fera quelques interpellations. Merci. J'ai pu leur adresser mon ressenti, dans quel état je suis. J'ai pu mettre des mots et ils ont pu m'entendre. Et ça, c'était très important pour moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, je demande que ce soit vraiment reconnu, qu'ils comprennent que là, il y a eu une grosse faute. C'était une grosse erreur. C'était de la violence gratuite. J'ai été traumatisée, je le suis encore. C'est un traumatisme où on ne s'en rend pas compte, en fait. Je m'en suis rendu compte que là, récemment, que j'étais enfermée sur moi-même, que je me suis pas rendu compte que pendant plus d'1 an, je me suis fermée. Je sortais plus dans les lieux publics, je n'allais plus faire les magasins, je faisais que des drives par exemple. La nuit, je sortais pas, la voiture j'évitais, et puis petit à petit j'ai oublié mon téléphone et je réponds pas, je m'enferme, mais je me rends pas compte du tout. Cette journée-là a pas mal changé en effet les rapports que j'ai avec que ce soit la gendarmerie, la police, le CRS, j'en suis nettement moins confrontée. Le côté de l'uniforme, ça me reste choqué à vie parce que je garde ça en tête et je me dis à tout moment, ça peut être un des 9. Ça peut être un qui a le même caractère de l'un des 9 qui nous ont tapé à ce moment-là. Max a dû reprendre le travail alors qu'il est en péritonite avec une éventration. Et il fait passer sa santé après son travail et l'aspect financier quand même. Je pense que là, on arrive à un stade où les gilets jaunes... on est gilet jaune et il faut toujours rester gilet jaune et il ne faut pas lâcher. Ce gilet jaune de ce 1er décembre est toujours à la maison, on l'a toujours. C'est énormément symbolique pour nous. Et s'il revient, je ne sais pas si je serais prête à remanifester sur Paris, mais je serais prête bien sûr à remontrer mon soutien total. Pendant cette marche des gilets jaunes, on a pu parler avec des dizaines et des dizaines de personnes qui... nous ont expliqué leur situation et on s'est rendu compte qu'on n'était pas un cas isolé. Que c'était pas que nous. Il y en avait des milliers et des milliers de personnes qui n'en pouvaient plus, qui ne s'en sortent pas, qui ne s'en sortent plus. Et aujourd'hui, c'est pas mieux. Et ils ne réalisent pas que ce mouvement pourrait à tout moment revenir. Le procès s'est étalé jusqu'au jeudi 12 février, au terme de 3 journées d'audience très chargées politiquement. Il faut dire que c'est peu fréquent de voir autant de CRS comparaître pour des violences en maintien de l'ordre. Fait encore plus rare, pendant les audiences, la hiérarchie a été mise en cause par le témoignage d'un commissaire. Celui-ci a évoqué des décisions prises au sommet et un cadre opérationnel qui aurait permis, voire encouragé ces violences. Sur le banc des prévenus, les policiers maintiennent leur ligne, comme ce CRS qui déclare « Des regrets, oui, des excuses, non, j'ai juste fait mon travail ». Une phrase qui résume à elle seule le cœur du problème policier. Le parquet de son côté a requis des peines allant de 6 à 20 mois de prison avec sursis. La procureure a estimé que la force employée n'était ni nécessaire ni proportionnée. Une position inhabituelle de la part du ministère public qui a plutôt l'habitude de protéger les fonctionnaires de police. Pour l'avocat de Manon, Maître Arié Halimi, ce procès a permis de démontrer la responsabilité individuelle des CRS dans ces violences. Mais il dénonce vivement le refus des poursuites contre les donneurs d'ordre. Le délibéré de l'affaire sera rendu le 17 mars, mais il semblerait que cette fois encore, la justice n'est pas tout à fait prête à lever le voile sur le système politique de la répression policière.